Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous nous retrouvons cette semaine après 2 semaines de pause, une pause bien méritée, surtout quand on termine une émission avec 2 infatigables comme Ferdinand Haïté et Luc Abaki. Merci de nous retrouver cette semaine pour cette nouvelle émission. Nous voici avec des sujets que nous avons préparés pour vous. Nous allons parler dans cette émission de l'accident qui s'est passé, qui est survenu à Ouahala la dernière fois, plus précisément à Bako. Nous parlerons également des armées africaines face au terrorisme, ce que nous constatons sur le continent, surtout au Niger, au Burkina, au Mali. Nous parlerons également du 3e mandat de Macky Sall et le sommet de la CEDEAO qui s'est terminé à Accra ce week-end. Voilà au menu des sujets que nous avons préparés pour vous avec nos invités sur le plateau. Il s'agit de Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative, et de Luc Abaki, journaliste chroniqueur. Luc, bonjour. Oui, bonjour, président. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Voilà. Comment on se retrouve? Ah oui, ça va, en tout cas. Voilà. C'est toujours un plaisir et un privilège à chaque fois de se... J'ai terminé avec vous, je reprends avec vous. Ah, pas de souci. Ferdinand, bonjour. Bonjour, président. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à Luc. Et joyeux anniversaire. Ah oui. C'était hier. Nous sommes les natifs de juin. Voilà, donc on se suit. Donc voilà, et nous sommes heureux de retrouver tous ceux qui nous suivent. C'est ça. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi pour vos messages, vos appels, pour nous réveiller pour cette émission. Voilà. 13 morts, 15 blessés. C'est le bilan de l'accident de circulation survenu il y a quelques jours sur la nationale numéro 1, plus précisément à Bako, à la hauteur de Ouahala. Indignation, tristesse, amertume. Ce drame a marqué les esprits des Togolais. Du coup, on se pose plusieurs questions. À qui la responsabilité? Pourquoi des accidents sur nos routes? Voilà, nous en parlons dans cette émission avec nos invités. Mais d'abord, nous allons aux côtés de Rarotué pour scruter un peu les méandres de la SNPT, la Société Nouvelle de Phosphate du Togo, cette boîte qui est malade depuis quelques années, que la presse reprend presque tous les jours. Ferdinand, voilà, c'est l'Alternative qui a encore publié un article la semaine dernière, il y a quelques jours, sur cette société. Ça ne va pas. Oui, vous savez, la SNPT, c'est... D'abord, l'histoire même des phosphates du Togo, c'est une histoire assez agitée. Et c'est une longue série de scandales, si on peut le dire ainsi. Ça fait quand même des années que nous sortons des dossiers. Mais ceux qui doivent prendre les décisions ne les prennent pas. Vous savez que la SNPT aujourd'hui est une société d'État. C'est l'une des rares sociétés d'État qui existent encore. Mais dans sa gestion quotidienne, elle n'apparaît pas comme une société d'État. Sur le papier, c'est une société au capital 100% État togolais. Mais dans la gestion quotidienne de la société, ce sont des Israéliens qui ont les pouvoirs de décision, des pouvoirs de décision sans trace. En fait, vous avez un conseil d'administration avec des Togolais, vous avez un directeur général qui est Togolais, mais derrière tous ces gens-là, il y a des gens qui sont très puissants, qui sont totalement invisibles. Il y a M. Ederi, qui est un ancien agent du Mossad qui s'est reconverti dans les affaires, qui est arrivé au Togo depuis des années, qui fait dans la consultation dans notre pays sur le plan sécuritaire, qui a le contrôle de la gestion totale de la SNPT, mais qui ne signe jamais aucun papier. C'est-à-dire que demain, s'il y a un problème juridiquement, vous ne pouvez voir ces traces nulle part. Il n'a jamais signé un document, mais c'est lui qui est vraiment le grand décideur de tout ce qui se passe, que ce soit les commandes, les ventes, les contrats, tout. C'est lui qui décide en dernier ressort. Et donc, la direction assumée par les Togolais n'est que, une direction fantôme, si on peut le dire ainsi. Alors, nous avons déjà publié dans l'Alternative, on a fait plusieurs enquêtes, on continue d'en faire d'ailleurs, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la situation dans la boîte depuis quelque temps, notamment sur la question des retraités qui sont toujours maintenus à leur poste et comparativement à la situation même du personnel qui est misérable. Et donc, nous avons publié
le fait que le 1er mai dernier, le personnel a introduit une liste de revendications et on se rend compte que le directeur actuel de la SNPT, M. Michel Kézié, est parti à la retraite en décembre 2020. À la SNPT, tous les agents, les cadres partent toujours à la retraite en décembre. C'est-à-dire même que si votre départ c'est en juin, c'est en mai, c'est en décembre que c'est acté. C'est-à-dire qu'ils font ça de manière à ce que ce soit la fin de l'année que vous partez à la retraite. Il est parti à la retraite, mais il est toujours maintenu à son poste. Et il n'est pas le seul. Il y a au moins une demi-douzaine d'autres cadres qui sont partis à la retraite, mais on les a maintenus encore à leur poste. On leur a fait des contrats. Et des contrats scandaleux. Vous imaginez que des ouvriers sont là, à la CNPT, ils sont payés à 45 000 francs par mois, dans des activités assez dangereuses, où des gens peuvent tomber, je ne sais pas, sur des machines, peuvent avoir des bras sectionnés. On était allé à Pémé, on a vu tous ces blessés-là, des bras qui ont été coupés. Nous avons pris des images, on était à Pémé, on a vu les gens. Et donc, voilà la situation de la CNPT. Et ça, c'est quand même un aspect de la mauvaise gouvernance qui caractérise notre pays et qui est un cancer qui détruit le pays. Si des gens ont rendu des services à la nation, une fois qu'ils sont à la retraite, il faut qu'ils partent. Le ministre de la fonction publique, je pense, Bawara avait sorti une note en disant que toute personne qui part à la retraite, il faut qu'on prenne les dispositions pour que la personne s'en aille. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont trouvé des astuces. Vous partez à la retraite, on fait revenir, on fait maintenant un contrat, comme si vous êtes quelqu'un d'indispensable pour la boîte. Voilà une situation assez déplorable au niveau de la CNPT et c'est vraiment dommage ce qui se passe dans notre pays. Et je rappelle que depuis quelque temps, les prix des phosphates sur le plan international ont carrément doublé. Mais personne ne voit les traces de la vente de ces phosphates-là. Voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Et Luc, ce que vient de décrire Ferdinand, on a l'impression que ces gens-là sont tellement compétents qu'on n'a plus personne pour les remplacer au Togo. En fait, c'est vrai, je ne suis pas surpris, mais je suis encore une fois scandalisé par ce que je viens d'entendre. Alors, j'ai deux questions très simples. La première est de savoir pourquoi l'on va à la retraite. En réalité, vous savez, la vie, c'est un cycle. Parce que vous naissez, vous grandissez, et puis vous marquez votre présence sur la terre, vous téléchargez votre esprit, votre intelligence sur un front donné. Et puis, à un moment donné, on sait que vous commencez le processus de décadence par rapport à vos propres performances. C'est vrai qu'il y a la question de l'expérience, mais il y a la question du rendement même de l'organisme, voyez-vous. Et donc, c'est dans le but, d'abord, de vous préserver encore la vie, d'être heureux de pouvoir trouver un temps libre pour vous-même, plutôt que de se mettre toujours dans un service permanent, malgré l'usure de vos organes, etc. Que dans le monde entier, l'administration a prévu le principe d'aller à la retraite. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'en nos pays, le phénomène naturel qui caractérise la vie de l'être humain. Et donc à un âge donné, c'est clair, c'est scientifiquement prouvé que votre rendement ne peut plus être optimal que quand, comme vous étiez encore jeune, dans la trentaine, dans la vingtaine, etc. etc. Donc, lorsque quelqu'un est supposé être admis à la retraite, cela suppose qu'il est arrivé à terme. Et que, bon, même s'il doit encore s'exercer sur d'autres fronts, ça ne va pas être avec les mêmes responsabilités, la même énergie, le même entrain. Parce qu'il a le devoir d'avoir le temps pour lui, pour sa famille, pour réajuster les choses avant éventuellement de quitter un jour cette terre. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que lorsque les gens ont déjà montré de quoi ils sont capables, pendant peut-être 30 ans, et ils doivent aller à la retraite, on les maintient. Parce qu'on manque de ressources, parce qu'il n'y a pas de compétences optimales, intéressantes pour les remplacer. Et si c'est le cas, ça veut dire que son leadership est à questionner. Parce que le rôle du leader, précisément, c'est, oui, de montrer de quoi il est capable, donner une vision, imprimer une dynamique, etc. Mais en même temps, d'amener tous ses collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes, à apprendre, à se faire la main, de sorte que même si demain il n'est pas là, la relève soit assurée.
C'est ça en fait le leadership, voyez-vous. Donc ça veut dire que c'est une anomalie grave. Et je constate d'ailleurs qu'elle n'est pas spécifique à la SNPT, mais c'est une vraie gangrène qui mine l'ensemble de l'administration togolaise. Je ne sais pas si vous avez pu faire le constat. Deuxième chose, la question que je pose, quand quelqu'un gagne 10 millions par mois, ça fait combien de fois le SMIC togolais? Je crois savoir que le SMIC est à 35 000. 35 000. Donc ça veut dire que quelqu'un qui gagne 10 millions est presque à 1000 fois plus que ce que le citoyen togolais subalterne gagne. Cela pose fondamentalement la question de la répartition de la richesse de l'État. Une régie financière, oui, par là, l'argent se produit. Mais ce n'est pas une richesse qui est créée par les acteurs qui sont là-bas. C'est un bien commun qui est exploité. Et donc, les fonctionnaires sont des gens qui ont été recrutés pour conduire l'activité. Ce n'est pas une création d'un individu. Ce n'est pas une entreprise que quelqu'un a réfléchi, mûri et mis en place pour faire fleurir et participer à la création de la richesse nationale. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un bien commun. Et la vocation, en fait, du gouvernement, du dirigeant, c'est de recueillir donc les ressources que tous les contribuables, tous les citoyens apportent et donc de procéder à la répartition de cette richesse-là. De cette manière qu'il y ait une justice sociale, une certaine équité, une régulation efficiente de la société, etc. etc. Bon. Alors si quelqu'un gagne ce montant-là, alors que d'autres citoyens qui ne sont pas moins importants dans la vie de l'État gagnent 1000 fois moins que lui, c'est qu'il y a un problème. Je m'étais amusé il y a quelques jours à faire une petite recherche. En France, par exemple, parce que bon, c'est la référence des pays africains, en tout cas de l'espace francophone, en France, un ministre gagne aujourd'hui maximum 10 000 euros. 10 000 euros, ça fait à peu près 6 500 000. D'accord? Le SMIC en France est de 1550 euros. Ça veut dire que le fonctionnaire le moins payé possible de la France gagne au moins 1 million. Et donc, un ministre qui gagne 10 fois le salaire du fonctionnaire le plus bas, jusque-là, ce n'est pas scandaleux. Vous prenez le même cas en Allemagne, dans beaucoup de pays, vous allez même dans les pays de l'Amérique latine. Le ministre au Brésil, par exemple, gagne 5 600 $ maximum. Dollars américains, ça fait moins de 3 millions. Alors que le SMIC, à ce niveau-là, est de plus de 400, 500 $, etc. Revenez au Togo. Vous prenez le salaire d'un ministre. Donc quand vous faites les calculs, vous savez qu'en France, par exemple, c'est 10 fois le SMIC que le ministre gagne. Maximum. Oui. Tout comme même le premier ministre qui aujourd'hui on dit à peine 15 000 euros brut et prend à peine 12 000 et quelques. Vous comprenez? Oui. Vous rapportez ça au contexte togolais. Le SMIC au Togo est de 35 000 francs CFA. Ok? Mais les salaires des ministres, c'est combien? Lorsqu'il y a eu Covid, les gens, les ministres ont sacrifié, je crois, 2 mois de salaire. 2 mois aussi. Et le montant a été communiqué, ça faisait 189 millions et quelques. Et les gens font le calcul, on a combien de ministres au Togo? À peine 23. On fait la répartition, on voit que c'est au-delà de 3 millions. C'est dans 3 millions 5. Donc, ça veut dire que le ministre est susceptible de gagner 100 fois plus que le salaire de le moins payé dans le pays. Vous voyez le déséquilibre? C'est là-bas qu'on commence à réfléchir sur le principe qui est celui-là. Est-ce que les hauts commis de l'État sont là pour servir ou alors pour se servir? C'est ça le vrai débat. Et je pose ce débat pour que les gens comprennent que lorsque nous prenons position pour les enseignants, pour les infirmiers, pour certains corps de la vie sociale, dont l'activité, dont le sens sacerdotal même de leur activité n'est plus à démontrer, c'est à raison. Parce que la vocation d'une gouvernance, c'est de créer l'équilibre. C'est de faire en sorte qu'il y ait une justice sociale. Et c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se sentir à l'aise, que le dirigeant lui-même ne crée pas les conditions de l'injustice, qui crée des frustrations et qui donne le sentiment qu'il y a des gens dont la vie est plus noble, est plus importante que d'autres. Voyez-vous? Donc je crois que ça, c'est des déséquilibres qui sont extrêmement dangereux et qui expliquent donc la révolte, toutes les frustrations et tous les problèmes qui minent
notre société, parce que quand vous savez que bon, il y a ce déséquilibre-là, vous n'êtes plus motivé à donner la meilleure version de vous-même, parce que vous n'allez pas vous sacrifier pour que les autres en jouissent. Le principe est tout simple. Merci beaucoup, Luc. Et Ferdinand, tu as terminé tout à l'heure ton intervention avec le prix du phosphate à l'international. Il a presque doublé, mais on n'a pas cette impression-là au Togo. Oui, la question fondamentale, c'est où vont les recettes des phosphates? Oui. Où vont les recettes des phosphates, comme où vont les recettes d'autres structures que nous connaissons. Vous voyez les jeunes, par exemple, qui jouent à la Lonato tous les jours. La Lonato brasse des milliards. Mais ça va où cet argent? Donc on est en droit. Le problème que nous avons au Togo, c'est que le Togolais a été tellement asphyxié, a été tellement, on a tellement fait étouffer le Togolais que le Togolais n'est même pas capable de poser des questions basiques au gouvernant en demandant, mais j'ai l'habitude de dire et d'insister sur le fait que ce pays, nous l'avons en héritage et en partage. Je pèse bien mes mots. Nous avons le pays en héritage et en partage. Il ne saurait être la propriété d'un clan, d'un groupe d'individus, d'une oligarchie qui en dispose comme bon lui semble et qui n'est pas obligé de nous rendre compte. Voyez-vous, c'est comme ça qu'en réalité le contrôle de l'action citoyenne commence. Il faut prendre conscience que toutes les richesses que la nature nous a données dans ce pays appartiennent à tous les Togolais. Et ce pays est un scandale géologique. Du sud jusqu'au nord, ce pays regorge des ressources inestimables, dont une grande partie font l'objet aujourd'hui d'exploitation. Mais la question de savoir où vont ces fonds-là? Où vont ces fonds-là? Pourquoi, par exemple, une société qui appartient à l'État togolais, c'est un Israélien qui le gère en background, et dont on ne sait pas où partent les recettes, puisque quand vous prenez la loi des finances, quand vous voyez ce que les phosphates rapportent, c'est des traces. Et vous vous posez des questions, puisque les bateaux sont chargés tous les jours au port de Pemé là-bas, donc les bateaux partent tous les jours. On a les statistiques, on a les informations. C'est quand vous prenez le port autonome de Lomé, on vous dit, jusqu'à une récente période, je pense que ça continue, que le port est tellement en difficulté que le port va recourir à des prêts dans les banques pour payer son personnel. Comment vous pouvez imaginer ça? Donc, il y a fondamentalement un souci dans la gestion quotidienne de notre pays qui nécessite que nous y attelons sérieusement et qu'on pose des questions aux dirigeants. Si on ne le fait pas ici, on laisse l'opacité s'installer, on laisse, c'est pas, la culture de la non-reddition s'installer, et les gens gèrent le pays comme ils veulent, puisque ça semble être leur propriété privée. Et donc, nous sommes bien les rares voix, les rares, je dirais, courageux, qui sont encore là, qui prennent la parole, qui essayent d'interpeller. On n'est plus véritablement nombreux. Et donc, on essaye, nous, de dire aux Togolais, écoutez, vous avez le droit de demander qu'est-ce qui se passe dans la gestion quotidienne des ressources que la nature nous a léguées tous. Et donc, le cas des phosphates est là. Depuis la crise Covid-19, sur le plan international, vous savez qu'il y a une crise mondiale et que certaines ressources minières sont très prisées aujourd'hui sur le plan mondial. Le prix du phosphate a carrément doublé sur le plan international. Mais est-ce qu'on a même fait une communication là-dessus au Togo? Personne n'a rien dit. Et donc personne ne sait où vont les fonds. Mais lorsque vous allez dans la zone où ce minerai est exploité, toutes les zones où ce minerai est exploité, c'est 3 préfectures, je peux les citer, la préfecture des Lacs, la préfecture de Vaud et la préfecture de Zio. C'est à la fois une catastrophe environnementale, une catastrophe sur tous les plans, habitation, disparition des localités, disparition de tout ce qui concerne les indicateurs anthropologiques, anthropomorphiques et tout. On détruit tout. Et on ne rétablit même pas la nature dans ses droits, c'est-à-dire, quand je dis on ne rétablit pas la nature dans ses droits, lorsque on fait des grandes excavations, on extrait le phosphate, parce qu'il faut aller en profondeur pour extraire le phosphate, on laisse des trous qui sont là, on ne remblait pas ces trous-là pour que, bon, la terre redevienne ferme pour planter des arbres, pour que les populations reprennent leur terrain et faire peut-être des cultures. Il n'y a pratiquement rien. Mais si vous étudiez très bien tous ceux qui ont
gérer la filière des phosphates au Togo depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont tous fini milliardaires. Tous les directeurs généraux qui sont passés, que ce soit OTP, IFG et à la fin SNPT, ils sont milliardaires ou millionnaires. Et pendant ce temps, les zones dans lesquelles les gens sont, les zones où on dépossède les gens pour faire l'exploitation, il faut que les gens fassent du bruit pour avoir un centre de santé, il faut que les gens fassent du bruit pour avoir un forage, il faut que les gens fassent du bruit pour avoir des écoles, il faut que des gens fassent du bruit pour avoir tant. On est allé à Pémé, on a vu comment Pémé, c'est-à-dire la zone même où il y a, c'est là même où il y a la cité là, Pémé là, la cité même des phosphates là, ça ressemble à une porcherie. Vous allez dans la cité, ça ressemble à une porcherie. On a construit une plateforme là-bas que bon, c'était, on prévoyait une usine pour fabriquer les engrais. C'est les rats et les serpents qui ont élu domicile dans ce truc-là qui est en délabrement total. Donc voilà ce que nos richesses sont devenues. Nos richesses sont devenues une source d'enrichissement pour une minorité, mais une source de malheur pour la majorité des populations. Et donc, nous devons comprendre que ce pays n'est pas pauvre. Et comme Luc vient de le dire, ce pays n'est pas pauvre. Et donc, c'est indécent, c'est scandaleux, c'est révoltant qu'on puisse contraindre le Togolais à gagner 35 000 francs par mois comme SMIC. Parce que ce pays n'est pas pauvre. Ce pays n'est pas du tout pauvre. Et quand on le dit, on ne le dit pas pour faire la politique. On le dit pour que les Togolais sachent que la justice sociale que nous réclamons, la justice sociale que nous appelons de nos voeux, elle ne fera que le bonheur de tous les citoyens. Parce que quand on va augmenter le SMIC, quand on va augmenter les salaires, c'est tout le monde qui sera content. C'est indépendamment des couleurs politiques. Mais aujourd'hui, nous faisons face à la vie chère. Les gens ont des difficultés à joindre les deux bouts. Les gens ont des difficultés à boucler les mois. Pendant ce temps, vous avez une oligarchie à la tête du pays qui s'est énormément enrichie au point que les gens ne savent même pas quoi faire avec l'argent. Voyez-vous, on a lancé la dernière fois, on a ouvert un actionnariat dans l'hôpital de la Caisse nationale de sécurité sociale, rebaptisé, comme vous savez, voilà, comme si on va à l'hôpital pour avoir la maladie. Et on a lancé un actionnariat, vous avez vu ça. D'abord, le fait même de lancer l'actionnariat, alors qu'on a dit que c'est un hôpital, c'est une initiative de la Caisse nationale de sécurité. Or, la Caisse nationale de sécurité appartient à la fois aux travailleurs, au patronat et à l'État, donc c'est une institution parapublique. Donc, vous lancez un projet de 17 milliards, 3 ans après, le projet n'a pas abouti. Maintenant, vous ouvrez l'actionnariat, donc ça, c'est déjà un scandale. Et on a libéré l'actionnariat à 1 500 000. Le Togo est l'un des rares pays sur la côte ici où les fonctionnaires sont devenus plus riches que les opérateurs économiques. Et surtout quand vous prenez les fonctionnaires des régies financières. Au point que ceux qui sont dans les régies financières deviennent des concurrents des hommes, des opérateurs économiques. Parce que parfois, quand il faut calculer les impôts pour les sociétés des opérateurs économiques, les gens leur créent des ennuis parce qu'ils sont leurs concurrents. Et on ne fait rien pour lutter contre la corruption. On a mis dans les tests, par exemple, que tous ceux qui vont être à l'OTR vont déclarer leurs biens, on sait les salaires qu'ils gagnent. Les gens se permettent d'acquérir des immeubles, des appartements, des trucs à Lomé à des centaines de millions. Personne ne leur demande absolument rien. Puisque la situation arrange tout le monde, les gens croisent les bras, tout le monde regarde, personne ne dit rien. Mais à cette allure-là, cette oligarchie qui s'est installée au sommet de l'État et qui est fermée à quelques groupes d'individus, va finir par détruire le pays et compromettre l'avenir de la majorité des citoyens. Et donc, c'est des débats qui sont importants aujourd'hui à mener pour éclairer l'opinion, pour dire aux populations, non, vous avez de la richesse, vous ne pouvez pas être là. Vous voyez le personnel de la SNPT, il réclame une ambulance pour le personnel de Dabati. Dans la plateforme de revendication. Ça veut dire que on n'est même pas capable de prélever un peu d'argent sur ce que les bénéfices qu'on fait, malgré les milliards là, pour acheter une ambulance pour le personnel qui travaille au risque de sa vie. Nous sommes allés à comment l'appelle-t-on? Non, devant Djagblé là. Aveta. Un peu devant Aveta, les villages qu'on a déplacés de l'autre côté, je vais me rappeler tout à l'heure, on est allé là, et la SNPT brasse des milliards par an. Si la SNPT veut reloger par exemple, c'est une idée, la SNPT veut reloger par exemple les populations qu'on déplace
les populations que la carrière rattrape et qu'on déplace. La CNPT peut faire un projet de logement social décent, de 5 millions, 5 millions, 5 millions. On prend des terrains, on fait le lotissement, on reconstruit de façon moderne les maisons, on remet les clés aux propriétaires des terrains, on dit désormais ce sont vos habitations. Mais là, devant Aveta, j'oublie le village, on est allé là, il n'y a même pas de l'eau potable. Le château qui a été fait là, en 2 heures, lorsque l'eau rentre dans le château, en 2 heures, l'eau finit dans le château. Les gens n'ont pas de l'eau. Les gens n'ont pas l'eau. Et les gens construisent les maisons eux-mêmes. On leur a libéré juste des petits chèques. Tu vas acheter un lopin de terre comme tu veux et tu te débrouilles. Si tu arrives à construire une cabane, tant mieux. Mais entre-temps, le TPA, la SNPT a récupéré ton terrain. Donc, où est comment vous appelez ça, Luc, le côté social de l'entreprise? Mais vous ne pouvez pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Et donc, qu'on ne nous dise pas que le Togo n'a pas de l'argent, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé délibérément de bloquer l'argent entre eux. C'est-à-dire que l'argent doit circuler dans une catégorie, entre une catégorie d'individus. La majorité doit être dans la misère. Et si vous voulez manger, il faut venir demander l'aumône, il faut venir faire le salam aleikou avant qu'on ne vous permette de manger ou d'aller vous soigner. Et cette situation d'injustice qui frappe les Togolais de toutes les catégories doit à un moment donné s'arrêter. Voilà. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui, la situation qu'il décrit, Ferdinand, là, je pense que je l'ai vu une fois, ça se retrouve dans le code minier. Le législateur a prévu tout ça là, dans la responsabilité sociale de l'entreprise, mais bon, les gens ont délibérément décidé de ne pas respecter ce code-là. Oui, mais vous savez, si c'est les lois dans notre pays, je crois que nous avons les meilleures lois. En matière de texte, on fait toujours ce qui doit être fait sur écrit. Mais personne n'applique et personne ne dit rien justement. Est-ce que vous voyez? Donc, cela pose un problème de cohérence. Vous comprenez? Avant même que je continue, quand j'avais parlé de 10 000 euros, en fait, ça ne fait même pas. Le salaire du ministre en France ne fait pas 10 fois le SMIC. À peine 6,5 à 7. Ça, il faut que ça soit clair. Parce que à 10 000 euros contre 1 500 euros, vous voyez que ça ne fait pas 10. Ça ne fait pas 10 fois. Mais ici, c'est au moins 100 fois. Dans un pays qui se cherche, qui n'a pas encore assis les fondamentaux d'un assainissement économique, d'un relèvement, de l'épanouissement, qui n'a pas encore les infrastructures de base pour dire qu'on assure le minimum à un citoyen pour qu'il puisse se sentir comme un être humain à part entière. Je crois qu'on va arriver au niveau des accidents pour dire qu'en vérité, il faut que les gens comprennent très bien leur vocation, leur mission. On n'est pas obligé de faire partie de l'appareil de l'État, mais quand vous y êtes, c'est une vocation, c'est un sacerdoce, vous êtes là pour servir. Mais au-delà même de tous ces problèmes que nous sommes en train de là, du déséquilibre dans la répartition des richesses de l'État, il y a précisément ces phénomènes de détournement, de corruption, en tout cas des actes malsains, maladroits, que les gens s'élèvent comme si c'était des valeurs. Or, en réalité, pour qu'une société puisse évoluer, pour qu'elle puisse grandir et construire une nation qui puisse servir de référence aux autres nations, il faut bien travailler sur les valeurs. De manière que les gens comprennent qu'ils sont là pour assumer leur humanité. Mais l'humanité en question, c'est d'utiliser des facultés pour créer ta richesse. Mais ce n'est pas de passer par des détours maladroits, malsains, malhonnêtes, pour t'enrichir pendant que les autres êtres humains autour de toi végètent dans la misère, croupissent dans un besoin cuisant. Et puis tu en es heureux. Mais c'est quand même terrible parce que j'avais déjà rappelé la dernière fois ici qu'il y a un docteur qui dit qu'il y a une honte quand même à être heureux tout seul. Mais surtout quand c'est de façon indue que tu te proclames riche matériellement parlant, ça veut dire que tu vis à la surface, à la périphérie même des valeurs qui identifient en fait un être humain. Parce que la seule fierté que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, c'est d'utiliser nos facultés pour nous rendre utiles à la société et créer notre richesse par là. Alors si vous n'êtes pas capable, par votre génie, par vos idées, par votre apport à l'humanité dans son ensemble, de créer par là la richesse et donc de guetter juste les opportunités dans l'appareil de l'État, puisque c'est une aubaine, pour pouvoir donc vous enrichir de façon lâche
est tout à fait irresponsable. Bien sûr que vous ne pouvez pas rentrer dans l'histoire. Vous ne pouvez pas être une source de fierté. Vous ne pouvez pas être une source de transmission des valeurs qui identifient un être humain. Et c'est en cela que nous déplorons la gouvernance actuelle. Et nous pensons qu'il n'est pas tard. On peut toujours décider de provoquer le déclic d'un renouveau pour le pays en se basant fondamentalement sur les valeurs qui permettent de vivre ensemble. En faisant en sorte à rappeler à chaque acteur, à chaque commis, haut commis de l'État, qu'il est avant tout un être humain. Et en tant que tel, sa vie n'a aucune préséance sur celle des millions d'autres personnes qui chaque jour s'évertuent à travailler et par là contribuer à la création de la richesse nationale. Voyez-vous, je crois que les gens ont tendance à penser que lorsqu'ils sont nommés à un poste de responsabilité, du coup, ils sont investis des attributs qui soient supérieurs aux autres individus. Non, c'est une question d'opportunité. Ce n'est pas un concours qu'on passe pour être nommé DG ou ministre, etc. C'est-à-dire que soit vous êtes dans un réseau, on vous connaît et puis on vous met là-bas. Mais c'est une opportunité qui vous est donnée pour montrer de quoi vous êtes capable, c'est-à-dire en termes de capacité à réfléchir, dans le sens de la création du bien commun et de la recherche du meilleur devenir de l'ensemble. Lorsque vous travaillez pour faire grandir tout le monde à la fois, pour épanouir les gens à la fois, c'est en ce moment que votre propre nom commence à se répandre. Et c'est en cela que vous construisez votre aura, votre charisme, parce que quand les gens se retrouvent en vous, vous n'avez plus besoin de vous battre. Vous n'avez plus besoin de leur rappeler qui vous êtes. Ce sont eux qui portent votre nom et qui vous font rentrer dans la gloire. Merci beaucoup, Luc. Ferdinand, quelque chose à ajouter Non, pour boucler cette partie? La SNPT, on en reparlera parce qu'on est sur plusieurs travaux là-dessus. Oui. Il y a tellement d'aspects des dégâts provoqués par l'exploitation des phosphates qu'il faut les mettre à jour pour que les Togolais comprennent ce qui se passe là-bas. Vous voyez toute la zone de Kweme là jusqu'à Sewatikope et toute la zone là, c'est des zones suffisamment polluées et que des gens ne savent pas ce qui se passe là-bas. Les gens vivent, mais ils prennent des maladies, il y a le cancer, il y a les dents qui jaunissent pour les enfants, mais il y a aussi l'écosystème qui est totalement détruit. Il y a l'eau qui est contaminée, les pluies, tout ça. Et le lac Togo est en train d'être envasé aujourd'hui parce que lorsque la SNPT déverse les bouts de phosphate dans la mer, le mouvement va de l'ouest vers l'est, ça va vers le Bénin. Vous voyez que toute cette zone-là, la mer est devenue verte. Jusqu'à l'embouchure, à Poumoukba, tout ça, ça rentre dans la zone là où il y a le restaurant, bien le bar maintenant, Miadjo, tout ça là. Et donc, la boue de phosphate rentre dans le lac. Et le lac Togo, jusqu'au niveau de Sewatikope et tout ça, est en train d'être totalement envasé. Et quand vous posez la question même aux pêcheurs, ils vous disent que leurs pirogues se retrouvent parfois piégées dans des zones où avant c'était profond. Et les poissons ont disparu. Et le Bénin a déjà interpellé le Togo plusieurs fois et s'est plaint même devant l'Organisation mondiale de l'environnement sur le fait que le déversoir là est en train de polluer les côtes béninoises jusqu'au Grand Popo. Et donc, les dégâts vont au-delà de nos frontières. Ça, c'est ce qui est déversé dans la mer. Maintenant, lorsqu'on traite le phosphate, ce qui sort à travers comment on appelle ça, les turbines, ouais, ce qui sort là, les cheminots, voilà. Merci de m'avoir trouvé le mot, les cheminots. Quand vous arrivez à Kweme, par exemple, vous portez un habit blanc. Le temps qu'on a commencé l'émission ici, votre habit devient totalement rouge. Il y a des débris de phosphate qui se déposent rapidement sur vous. Vous déposez une voiture rapidement. On a déjà fait ça. Et quand vous allez dans la zone, tout est contaminé. Les pus, les nourritures que les gens mangent. Et dans ces débris-là, il y a des métaux lourds. Et donc, à terme, c'est le cancer. Et il y a tellement d'études qui ont été faites là-dessus. Mais ça ne préoccupe personne. Et les gens qui ont des maisons, des habitations dans toute cette zone-là sont très exposés à ces maladies-là. Et les Togolais regardent. Les Togolais regardent. Or, qu'est-ce que les Marocains ont fait? Les Marocains, qui exploitent aussi le phosphate, ont fermé les cheminots. Ont trouvé un moyen pour commander du matériel pour fermer les cheminots. Du coup, les débris ne se répandent plus dans la nature. Mais au Togo, on n'a pas fermé les cheminots. Et lorsque
les débris sortent et que le vent les emporte, ça va encore tellement loin. Et donc, les gens qui vivent dans cette zone, ils ne savent pas parce qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de sensibilisation, on ne leur dit pratiquement rien. Mais ceux qui le savent et qui ont par exemple des terrains à peu, mais ils ont vendu les terrains, ils ne veulent pas vivre là-bas. On a vu quand nous sommes allés. Et donc, il y a tellement d'aspects qu'il faut mettre aujourd'hui en exergue pour montrer comment est-ce qu'un minerai qui doit être une richesse pour nous devient un malheur pour les populations, alors que ça permet d'enrichir une minorité d'individus et surtout des étrangers, les Israéliens. Vous voyez, c'est les nouveaux prédateurs qui sont là, qui ne laissent pas de traces, à qui nous avons confié la gestion de nos minéraux. Je ne sais pas en contrepartie de quoi, je ne sais pas ce qu'ils font dans ce pays pour qu'on puisse leur donner ce minéral-là à gérer, alors que sur les papiers, le Togo reste toujours l'actionnaire unique de la SNPT. Donc, il y a vraiment un débat à faire et je pense que les Togolais doivent se réveiller parce que ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. Nous avons parlé du Bénin ici, la dernière fois. Le Bénin n'a pas de richesse, il n'a pas le coton. Ils ont quelques petits trucs, mais encore que le coton, ça dépend de la nature. Mais ils font des prouesses inimaginables. Nous qui avons tout du sud au nord, qui sommes assis sur un scandale géologique, l'exploitation de nos ressources ne peut pas continuer par être une source de malheur pour les citoyens et une source de bonheur pour un groupe d'individus. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut que les Togolais se réveillent et que demander des comptes aux gouvernants. Ce n'est pas, parce que bon, vous êtes devenu un dirigeant, un ministre, que vous êtes devenu un monarque de droit divin et qu'on n'a pas le droit de vous demander rien en ce qui concerne la gestion de la cité. À un moment donné, il faut dire stop. Et donc, c'est cet exercice-là que nous essayons de faire ici, malgré tout, mais je pense qu'il faut que d'autres personnes aussi s'impliquent. Et il faut que l'élite togolaise, il faut que les leaders d'opinion, il faut que les couches, tous ceux qui peuvent avoir le droit à la parole au Togo, essayent de briser le mur de la peur, essayent de laisser de côté leurs petits intérêts, leurs petits amis. On a des amis ici, on a des gens ici, et si on en parle, on va nous couper les avantages pour briser la glace, pour dire maintenant ça suffit. C'est vrai, ceux qui ont pris, ils en ont suffisamment pris, il faut qu'ils aillent manger ce qu'ils ont pris, mais il est temps qu'ils libèrent le pays pour que toute la population puisse bénéficier des richesses que le pays dispose. Mais ils ne savent même pas combien ils mangent. Voilà. C'est un travestissement de l'esprit, sinon le principe même de l'accumulation, c'est une déchéance de notre propre identité. Sinon, vous avez juste besoin du minimum pour vivre, et puis bon, votre bonheur, c'est dans l'amour que les gens expriment pour vous, les services que vous arrivez à rendre aux autres, etc. C'est tout. Donc, quand les gens pensent que c'est un accumulant, qu'ils prennent une certaine pesanteur, une certaine lourdeur, c'est de l'ignorance pure, c'est tout. Donc, quand vous avez de la connaissance, vous êtes amusé. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui a juste eu l'opportunité d'occuper un poste de responsabilité et qui se bat avec les richesses de l'État, ben, c'est une lâcheté pure, c'est tout. Vraiment, oui. C'est Ferdinand qui s'est demandé tout à l'heure à quelle garantie on a confié la CFPT aux Israéliens, peut-être sur la garantie du PK Suisse, parce que celui-ci avec lequel on questionne toi. Oui. C'est beaucoup plus ça, mais il y a d'autres aspects, on en reparlera. Et c'est des milliards qui s'en vont comme ça, alors qu'on n'a pas de route, on n'a pas des hôpitaux, on va en parler tout à l'heure. Nos populations vivent dans les localités éloignées, dans la précarité totale, dans la pauvreté. On ne peut pas être aussi méchant envers ses propres frères comme ça, il faut arrêter à un moment donné. Et comme Luc vient de le dire, je ne sais pas où est-ce qu'on accumule ces choses-là, on accumule tout ça pour aller. Il y a des gens au Togo ici qui ont été fonctionnaires de l'administration, qui ont été au port, qui ont été dans les régies financières, qui ont acheté des immeubles un peu partout dans les pays voisins. Dès qu'ils sont morts, tout ça c'est perdu. Et ces gens-là n'ont rien fait dans leur localité d'origine, au village, rien du tout. Et puisque c'est de l'argent gagné malhonnêtement, ils ne peuvent pas l'investir ici, ils ont acheté des immeubles, parfois au nom de leur maîtresse et au nom de leur copine au Ghana, à Cotonou. Dès qu'ils sont morts, les trucs ont disparu. Et donc c'est le Togo qui perd. C'est cet argent qu'ils ont détourné, on aurait pu l'utiliser pour faire des choses ici qui pourraient plus profiter aux populations. Voilà. En tout cas, il faut que les responsables de la SNPT se ressaisissent de peur que... Ce n'est pas eux, c'est ceux qui ont le pouvoir de décision. C'est depuis le sommet de l'État. Oui. Parce que moi, je suis directeur, si on ne me dit pas de partir,
je ne veux pas ramasser mes choses. On peut faire un contrat. Oui, c'est ça. Il n'est pas fou. Voilà. Donc, c'est celui qui doit prendre la décision de le faire partir qui ne le fait pas. Quand nous avons parlé, par exemple, du cas de Edith Togo ici, avec le directeur, l'indécrottable directeur d'Edith Togo, qui est là depuis des années et qui a même fait licencier les jeunes. Il est là depuis plus de 15 ans ou quoi, il est à la retraite, il est là. Mais c'est l'un des piètres journaux de la place. C'est un journal d'État qui n'est même pas capable de paraître en couleur et dans lequel on n'est même pas capable de faire des analyses. Tout ce qu'on fait, c'est le reportage, le chef de l'État a reçu, tout ça. Après, il y a les avis de décès et il y a les dépêches de Atop. Et puis, c'est fini. Vous voyez ça? Et là, on est là comme ça. Il est là depuis 15 ans à la retraite. Qui va le faire partir? C'est le summum de l'État. S'il ne part pas, c'est parce que quelque part on a décidé de ne pas le faire partir. Il en est de même pour tous ceux qui ont eu à gérer les sociétés. On a vu ici Pekemsi, il est décédé de lui-même avant que quelqu'un ne prenne provisoirement la direction de la Lonato. La Lonato qui a investi des milliards pour construire un immeuble bric-en-brac là au niveau de l'ancien 107 là. L'immeuble est là, inoccupé. Le prix de l'immeuble est passé du simple au double. On n'a pas fait d'audit. L'immeuble est là-bas comme ça. Et vous avez vu que même le matériel même qu'on a utilisé, il y a déjà des infiltrations de l'eau. Mais on vous dit que l'immeuble là, c'est autour de 11 milliards que ça a été construit. Même cet immeuble là, en temps normal, je ne pense pas qu'on peut construire un immeuble à 2 milliards. Voilà comment les gens imaginent des projets pour détourner de l'argent et s'enrichir en un temps record à la vitesse du son, voyez-vous. Et donc, tant qu'il y aura l'impunité, tant que celui qui a l'impérium, son souci c'est de protéger les clans qui l'entourent, parce que ce sont ces clans qui font son pouvoir, son souci c'est de protéger les gens qui l'entourent, et donc il n'a aucune volonté de lutter contre la corruption. Le régime va être gangréné par la corruption et va se métastaser, et tous ces gens-là vont être un véritable problème pour le pays. Ils le sont déjà. Et nous l'observons. Voilà. Nous sommes dans ce problème-là. Nous allons observer une petite pause et puis nous revenons après.